c'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir le parcours de Morgane, la fondatrice du blog Gluton. Morgane a été diagnostiquée cœliaque avant ses 1 an, au moment où ses parents ont commencé la diversification alimentaire. De la maternelle au lycée, les parents de Morgane ont préparé ce repas tous les jours afin qu'elle puisse manger à la cantine avec ses camarades. Lors de ses études supérieures, elle se retrouve dans un internat et Morgane doit donc manger 3 repas par jour au sein de l'établissement. Les cuisiniers de l'établissement s'adaptent à sa maladie et lui cuisinent chaque jour 3 repas sans gluten. Elle nous raconte les différentes étapes par lesquelles elle est passée entre acceptation de la maladie et difficulté à la sociabilisation lors de l'adolescence. Pendant le confinement, Morgane décide de se lancer et d'ouvrir son blog, Gluton. Sur son blog, tu peux retrouver des articles de la vie quotidienne, comment se faire rembourser des produits sans gluten, comment mettre en place un PAI pour son enfant, ou bien comment faire ses courses. Les fêtes de fin d'année approchent et Morgane te livre en fin d'épisode des idées repas sans gluten afin de partager tes repas sans prise de tête. Je te laisse à ma conversation avec Morgane. Très belle écoute. Merci Morgane d'avoir accepté l'invitation. Toi, tu as 25 ans, tu es atteinte de la maladie cœliaque depuis que tu es bébé et tu as créé le blog Gluton pendant le confinement. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu toi de ton diagnostic? Comment ça s'est passé pour tes parents du coup à l'époque? Ouais, alors effectivement, moi j'étais diagnostiquée cœliaque avant mes 1 an. Dès que qu'on a commencé à diversifier mon alimentation, j'étais malade. Mes parents, ils ont mis assez longtemps à trouver ce que j'avais parce que il y a 25 ans maintenant, c'était pas aussi connu que ça la maladie cœliaque. Donc ils ont vu beaucoup de monde. J'étais leur premier enfant en plus, donc c'était difficile d'avoir un bébé malade et de pas savoir ce qu'il a. Et finalement, ils ont fini par trouver et ça a été fulgurant. Dès que j'ai arrêté de manger du gluten, j'ai guéri et donc à l'époque, on n'obligeait pas à faire tous les examens, prise de sang, fibroscopie, etc. Bon, j'ai arrêté de manger du gluten, j'ai repris du poids. Ils ont dit OK, cœliaque, on va pas plus loin. Et donc c'est juste il y a quelques années que j'ai fait tous ces examens médicaux et on m'a dit désolé, oui, t'es bien cœliaque. J'imagine que tu es suivie par un gastro et c'est ton gastro qui t'a dit maintenant que tu es adulte, refais quand même les examens? Alors en fait, moi je suis pas suivie de manière régulière parce que j'ai pas j'ai pas de problème depuis que je suis mon régime sans gluten. Mais j'avais entendu dire qu'à certaines périodes clés, la maladie cœliaque, les symptômes peuvent s'estomper. Donc par exemple petite, vers 10 ans, on a essayé de me faire réintroduire le gluten. Ça n'a pas marché. Et là, une fois que j'ai eu fini mon adolescence, j'ai été revoir un gastro là où j'habitais et j'ai refait des examens pour vérifier que tout allait bien ou pas bien ou voir si ça avait changé. Donc rien n'a changé, je suis mon régime, mais voilà, c'était juste pour faire le point. Mais effectivement, on n'a pas forcément besoin d'être suivi si tout va bien. Ok, super. Et donc toi, quels sont un peu les souvenirs que tu as qui sont liés à l'alimentation quand tu étais petite, surtout à la cantine? Est-ce que tu allais à la cantine ou est-ce que tu avais des plats adaptés? Comment ça s'est passé? Alors moi, je suis toujours allée à la cantine depuis la maternelle, mais de la maternelle jusqu'au lycée, j'amenais mon repas. Donc, mes parents m'ont fait à manger tous les jours où je devais aller à l'école. Donc ça, c'est un travail faramineux. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Et à la cantine, il n'y a jamais eu de cantine, en tout cas jusqu'au lycée, qui ont cuisiné pour moi. Il y a eu des cas assez variés. En primaire, on m'autorisait à amener mon repas. Je l'amenais à la cantine le matin, on me le faisait réchauffer, on me le servait. Au collège, je me débrouillais parce qu'en fait, n'importe qui pouvait amener son repas. Donc ça, c'était assez pratique. Il y avait des micro-ondes et on était traités comme les autres.
Et au lycée, alors là, ils m'ont dit, mais oui, bien sûr, tu peux amener ton repas, mais tu mangeras à une table toute seule. Parce que tu risques de contaminer les autres avec ta nourriture. Parce que, oui, c'est très surprenant, mais ils ont des règles sur la chaîne du froid, etc. Et comme moi, j'amène ma nourriture, ça pouvait contaminer les autres. Donc, évidemment, j'ai refusé. Et heureusement, j'habitais pas très loin de mon lycée, je pouvais aller manger à la maison. Mais je me dis que si on m'avait imposé ça petite, c'est scandaleux d'imposer ça à un enfant, d'être tout seul à la cantine et regarder ses copains manger tout seul. Donc, il y a des cantines où ils font ça. Donc bon, voilà, ça arrive. C'est très fun, pour un enfant de se retrouver tout seul à une table face à ses copains qui sont en train de rigoler et s'amuser à côté, quoi. Oui, voilà. Donc ça dépend de ce que l'établissement propose. En général, faut négocier, et dire mais non, elle connaît son régime, elle va pas donner à manger à ses amis, etc. Mais ça peut arriver. Et après mon lycée, j'ai fait une prépa, donc j'étais aussi dans un lycée et j'étais en internat. Donc là, j'avais 3 repas par jour à faire à la cantine. Et heureusement, j'ai eu énormément de chance. Là-bas, les cuisiniers, ils cuisinaient sur place. Et ils ont dit, mais pas de problème, on va te faire à manger sans gluten. Oh, trop chouette. Trop chouette. Donc, au début, on leur a expliqué comment ça marchait. Et puis, ils me faisaient toujours manger sans gluten. Par exemple, quand il y avait des pâtes, il y avait un de ces gros bacs en métal. Là, c'était que des pâtes sans gluten. Et donc, moi, j'avais ma part. Et puis, les gens qui voulaient du rab, c'était du rab de pâtes sans gluten. Oh, donc ça... Ah ouais, incroyable. J'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, il y a certains lycées ou établissements où les cuisiniers ont envie de faire. Donc, ça arrive. Voilà. Donc, c'est un peu la loterie. Si vous devez aller à la cantine, ça dépend beaucoup de l'établissement. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, voilà. Mais je pense qu'il y a toujours moyen quand même de négocier, d'amener son repas. Et puis, il y a même des établissements où on peut se faire livrer, je crois, un plat par un traiteur. Et toi, tu connais un peu les démarches, justement, quand t'es enfant cœliaque ou une autre allergie, quelles sont les démarches, justement, à faire pour la cantine? Oui, alors, c'est pas moi qui les ai faites, mais je me suis posé la question après, évidemment. En fait, il faut signer un PAI, un projet d'accueil individualisé. Donc, c'est la même chose pour les gens qui ont un handicap ou une allergie, etc. Et donc, il va falloir que les parents, le chef d'établissement et le médecin se mettent d'accord pour définir de quoi est-ce que l'enfant a besoin, comment ça peut être pris en charge par établissement, parce que chacun a des contraintes différentes. Et là, c'est là qu'ils vont décider dans quelles conditions on a le droit de manger à la cantine. Donc, normalement, on n'a pas le droit de refuser un élève à la cantine parce qu'il mange sans gluten. Ça, c'est très important. Ou qu'il mange d'une certaine manière. C'est de la discrimination. Mais voilà, parfois, on va dire oui, il peut manger à la cantine, mais tout seul. C'est à ce moment-là qu'il faut bien négocier. C'est ça, exactement. Et du coup, toi, tu t'es sentie un peu différente ou pas, justement, à l'école vis-à-vis de tes camarades? Je pense qu'en fait, à l'école, jusqu'au lycée, ça allait. Parce qu'on garde ses copains très longtemps. Donc, une fois qu'ils ont compris, ils ont compris. Et à la cantine, franchement, souvent, ce que je mangeais, c'était meilleur. Donc, je me sentais pas particulièrement différente. J'amenais mon plat, surtout quand au collège, on était plusieurs à amener nos repas. Franchement, petite, à l'école, c'était pas là que c'était difficile. C'est plutôt au centre aéré, en colonie de vacances, où là, il faut gérer ça sur un plus long terme, quand on vit avec les gens. Aller aux anniversaires, etc. Ça pouvait être un peu plus difficile. C'était pas forcément une différence, c'est juste un peu des frustrations. Pour les autres, ils ont un goûter avec du pain et du Nutella, c'est sûr, je pourrais pas en avoir. Mais, comment tes parents, ils ont amené les choses quand, par exemple, tu étais invitée à un goûter d'anniversaire, justement, tu pouvais pas manger pareil que tes copains? Alors, ça, du coup, je sais pas trop ce qu'ils disaient parce qu'ils devaient gérer ça les autres parents. Mais moi, j'ai toujours amené des petits trucs. Les bonbons, c'est sans gluten, ça m'a sauvée. J'amenais toujours des petits gâteaux, des choses comme ça. Donc, il y avait le petit côté frustrant où tout le monde a une part du gâteau avec la bougie et moi, j'ai le gâteau bizarre à côté. Mais honnêtement, comme en fait, je gérais pas l'intendance de tout ça, c'était une contrainte, mais comme, je sais pas, quand on a un appareil dentaire, on a une contrainte aussi. Moi, je le voyais un peu comme ça. Ouais. Bon, c'est bien de le voir de cette manière-là. Petite, voilà. Maintenant qu'il faut que je gère tout, c'est un peu différent. Mais petite, c'était pas si dur. Ouais, et du coup, maintenant, tu vois une différence justement à gérer toutes ces choses? Ah oui, évidemment. C'était surtout difficile dans la période étudiante. Ouais. Parce que tout à coup, on se met à voir plein de gens différents. Il faut tous leur réexpliquer ce qu'on a.
Ils invitent tous à boire une bière, manger une pizza. Ça, c'est mort. Donc, cette partie de sociabilisation, c'est vraiment ça qui est difficile quand on peut pas manger de gluten. Et c'est là qu'on a un peu tendance à avoir des frustrations. Oui, je viens avec vous, mais je vais manger ma pizza que j'ai faite qui est bizarre ou un truc comme ça. Je vais amener mes propres bières. J'ai amené mes propres bières en soirée et je les cachais quelque part pour pouvoir en décapsuler une de temps en temps et être comme les autres. Faut jouer à un jeu, tu vois, et montrer que c'est aussi très fun de manger sans gluten. Oui, bien sûr. Mais là, c'était à moi d'amener mes affaires et d'y penser. Et aujourd'hui, c'est à moi de cuisiner pour aller à la cantine, par exemple, au boulot. Ouais, c'est ça. Ça me pèse plus aujourd'hui, en fait. Ok, mais après, ça se démocratise aussi, parce que en effet, quand toi, t'étais ado, on en parlait beaucoup moins. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus ouvert. Il y a quand même beaucoup plus de prévention sur le sujet, donc les gens sont quand même plus au courant des différents régimes alimentaires, si je puis dire. Oui, les gens en général sont tolérants, etc. Et puis maintenant, comme tu le dis, je peux faire mes courses très facilement. C'est ça. Alors que petite, c'était vraiment très difficile. Ouais. Et donc toi, pendant le confinement, tu as créé un blog qui s'appelle Les Glutons. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire ? Oui. Alors, du coup, ça venait après cette période où manger sans gluten, ça avait été un peu plus difficile parce que c'était à moi de gérer, à moi de cuisiner. Je me suis mise à cuisiner et aussi pendant le confinement, il n'y avait pas grand-chose à faire à part faire à manger et travailler. Et il s'avère que moi, je fais de l'informatique à côté. Et mon copain aussi. Et donc, que font deux informaticiens enfermés pendant le confinement ? Il faut un site internet. Et ensuite, donc, j'ai mis dans ce site internet ce qui me concernait, c'est-à-dire la maladie cœliaque, la cuisine sans gluten, etc. Mais c'était tout autant le défi de faire le site que de parler de ma maladie et du sans gluten. Pendant le confinement, d'utiliser ses compétences pour monter des projets personnels, c'est trop chouette, je trouve. Ouais, c'était vraiment ça l'idée, faire quelque chose... utiliser mes compétences pour faire quelque chose de différent, faire un site que je sais être bien, que je vais pouvoir moduler comme je veux. C'est ça. Et justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton blog ? Alors, sur mon blog, il y a plusieurs aspects. Il y a le premier, c'est la vie quotidienne. Au niveau de la cuisine, comment faire ses courses, comment se faire rembourser les éléments sans gluten quand on est cœliaque, etc. Parce que ça, c'est des démarches justement auxquelles j'ai dû me confronter, qui ont changé, etc. Il y a tout ce qui est les questions de santé, parce que ça aussi, on se demande, mais en fait, j'ai une maladie, est-ce que ça a un impact à plus long terme ? Est-ce qu'il faut que je fasse attention à certaines choses ? Et comme moi, j'ai un boulot de recherche, j'ai l'habitude de lire des papiers scientifiques, donc ça me faisait rire aussi de dire, mais en fait, je vais aller lire des papiers de biologie sur est-ce qu'on peut soigner la maladie cœliaque, des choses comme ça. Donc ça, c'était très rigolo. Et il y a toute la partie aussi cuisine, où je mets des recettes spécialement sans gluten, du pain, des choses comme ça, mais aussi des recettes juste qui me plaisent, pour montrer que manger sans gluten, c'est quand même globalement manger normalement, et juste faire attention à quelques petits trucs. Exactement. Et la partie que je préfère rédiger, c'est la partie des voyages. Parce que depuis qu'on a été libérés, j'ai pas mal voyagé et j'aime bien partager du coup qu'est-ce qu'il y a de sans gluten dans les pays ou les villes où j'ai été. Et voilà, parce qu'il y a toute une préparation quand même pour voyager sans gluten. Ouais. Et donc si je peux l'épargner ou la condenser aux autres gens, c'est pas mal. Ouais, c'est super. Et du coup, je voudrais juste revenir sur la partie justement où tu disais un peu plus d'informations. Donc, tu disais que les produits sans gluten peuvent être remboursés. Du coup, comment ça se passe ? Alors, pour les produits sans gluten sont remboursés pour les personnes qui sont cœliaques et qui sont vraiment diagnostiquées, qui ont fait une biopsie. Donc, si vous savez que vous êtes cœliaque mais vous n'avez pas fait toutes les démarches, c'est plus compliqué parce que pour faire la biopsie, il faut se remettre à manger du gluten, avoir les symptômes et aller faire la biopsie. Donc, c'est pas incroyable. Mais si c'est bon, vous êtes cœliaque, dans ce cas-là, il faut remplir un protocole de soins avec son médecin traitant et l'envoyer à la Sécu. Et là, la Sécu fait quelque chose qui prend 2 à 3 mois, traite la demande, et tout à coup, on obtient le Graal. La Sécu nous considère comme souffrant d'une affection longue durée, et on a le droit à un remboursement de notre traitement. Et nous, notre traitement, c'est les produits sans gluten.
Donc, quand vous achetez des produits sans gluten au supermarché, vous avez peut-être vu qu'il y avait 2 codes barres. Il y a le code barre classique et une petite étiquette qui se décroche ou qui se découpe. Et c'est cette étiquette-là qu'il faut garder avec le ticket de caisse pour se faire rembourser. Donc, soit on scanne avec son téléphone et on garde précieusement la petite étiquette parce qu'il peut y avoir des contrôles. Moi, j'ai été contrôlée. Soit on colle tout ça sur un papier et on l'envoie à la Sécu. D'accord. Et du coup, il y a des contrôles qui sont faits aléatoirement? Oui, alors bon. Moi, j'ai reçu un mail tout à coup. Il me disait oui, est-ce que vous pouvez nous envoyer les justificatifs du mois de... évidemment, c'était 2 ans avant. Ah oui, d'accord. Donc, il faut bien de sauvegarder. Mais bon, normalement, on n'a pas des tonnes de produits sans gluten. C'est ça. Ça tient dans une petite enveloppe. Exactement. On se note quand même de les garder, de les mettre de côté au cas où qu'il y ait un contrôle. Oui, ils contrôlent. J'y croyais pas, mais si, ils contrôlent. L'administration française. Hein. Oui. Et donc, la partie donc, voyage, toi, qui te plaît le plus, donc tu disais que justement, avant chaque voyage, il y a toute une préparation. Donc, justement, toi, qu'est-ce que tu fais en amont de chaque voyage? Alors, première chose que je fais, c'est que je regarde quels sont les plats typiques d'un pays. Imaginons que je vais à l'étranger. En France, c'est un peu plus facile. Quels sont les plats typiques d'un pays et lesquels sont sans gluten ou pas? Est-ce qu'ils sont habitués à la nourriture sans gluten? Est-ce qu'on en trouve beaucoup dans les supermarchés? Dans quel type de magasin il faut aller? Et souvent, je m'arrange pour avoir assez régulièrement un logement où j'ai une cuisine pour pouvoir me faire à manger. Même si c'est pas tout le temps, parce que je peux me préparer en avance des salades, des choses comme ça, ou des sandwichs. Et ça me rassure, moi, de regarder 2-3 restaurants dans les villes où je vais pour me dire si jamais je trouve rien au hasard et que c'est vraiment très dur, là, je sais que je peux manger. Donc, ça marche pas très bien, Google Maps. Sans gluten, en général, il n'y a pas trop de réponses. Donc, je passe vraiment très longtemps à éplucher les restaurants. En général, je regarde les trucs où il y a du bio, du vegan, etc. parce qu'ils font aussi souvent sans gluten. Mais ça prend beaucoup de temps de trouver des adresses sans gluten. C'est pour ça que je les partage, parce que j'ai eu du mal à les trouver en général. C'est ça. Et donc toi, quels sont un peu, enfin je sais pas combien de pays tu as fait, mais est-ce que tu as un top 3 des pays que tu as adoré, dans lesquels tu as adoré voyager, qui avaient des super adresses sans gluten? Alors, j'ai pas fait les pays les plus gluten-free friendly en Europe. Ouais. Mais alors, l'Italie, c'est génial. Ouais, Parce tu vois, que... juste avant, j'enregistrais un autre podcast et la personne m'a dit aussi l'Italie et j'ai jamais été. Je pense que c'est le top pays où il faut y aller. Ouais, parce qu'en fait, là-bas, le pourcentage de cœliaque est plus élevé. Et en plus, tous leurs plats typiques contiennent du gluten. Donc, ils font vachement plus attention et c'est les seuls endroits où j'ai trouvé des cornets de glace sans gluten, par exemple. Et ça, c'est trop bien. Alors, Trop chouette. C'est pas bon pour le régime, mais c'est trop bien. Mais ça fait du bien au moral de se faire plaisir. Ouais, carrément. Et sinon, les pays du nord de l'Europe, ils sont un peu plus ouverts sur toutes les différences de régime alimentaire. Et donc, en général, par exemple, à Londres, c'est hyper facile de manger sans gluten. Parce qu'ils ont plein de types de cuisine et ils sont très ouverts. Et évidemment, l'Amérique du Nord aussi, ils sont très ouverts. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Bon, tu vois, je vais aller scruter son blog, me faire ma petite wishlist, me faire ma wishlist de voyage et puis c'est parti. Et du coup, toi, pour le sans gluten, ça n'a jamais été une contrainte en fait pour le voyage? Alors, parce qu'aussi, je choisis bien mes destinations. Il y a pas longtemps, je discutais avec une dame dont la fille est cœliaque. D'ailleurs, elles ont un compte Instagram, ça s'appelle Outsy Plus. Elles sont belges, donc je ne sais pas comment ça se prononce. Okay. Et elles, en fait, elles sont parties en famille. Ils sont partis faire le tour du monde dans un camion aménagé. Et justement, elles me disaient, ils sont allés partout, en Inde, en Afrique, des endroits où je n'oserais pas forcément trop aller parce que je connais rien, je parle pas forcément la langue, je sais même pas ce qu'on y mange. Et donc, ouais, eux, ils étaient obligés de prendre un endroit où ils pouvaient cuisiner. C'est pour ça qu'ils avaient aménagé leur camion exprès pour pouvoir cuisiner pour la petite fille qui était cœliaque. Donc, moi, j'ai jamais trop osé partir très loin ou partir, je sais pas, en trek avec rien à manger. Et tu trouves un peu, tu te débrouilles parce que ça me ferait peur de rien trouver à manger. Donc, comme je choisis bien mes destinations, ensuite, c'est plus simple. C'est plus simple.
C'est ça. Tu achètes, des produits qui sont, déjà préparés, sans gluten, en commerce ou alors tu, cuisines, tout, de A à Z chez toi? Ça dépend, vraiment des produits. Par exemple, les pâtes avec la sauce tomate. Oui. Non, mais parce qu'il y a aussi les pâtes feuilletées, ou Oui, les c'est pâtes à ça. pizza. Tout ça, j'achète parce que, j'ai pas le temps de les faire. De temps en temps, je vais acheter du pain parce que, c'est bien pratique. On en trouve vraiment partout maintenant du pain sans gluten et du coup, si je sors, que je suis en ville, on m'invite au restaurant, hop, je vais m'acheter un paquet de pain et comme ça, j'ai du pain. Mais bon, c'est un peu une hérésie nutritionnelle, le pain sans gluten industriel, souvent. Donc, je préfère le faire moi-même pour savoir ce que je mets dedans. Et sinon, le reste, ouais, j'aime bien le faire moi-même. Déjà, si j'achète des gâteaux, je vais les manger. Et ça, c'est pas bien. Donc, je préfère me faire plaisir de temps en temps, me faire des bons gâteaux maison, sans gluten, qu'aller acheter des biscuits industriels. Ouais, Plein c'est de ça. bêtises. Et ouais, les plats préparés, c'est pareil. C'est plein de bêtises. Donc, j'essaie C'est ça. d'éviter. Et du coup, toi, tu as des ingrédients qui sont un peu devenus incontournables. Alors, toi, vu que tu manges sans gluten depuis, que tu es petite, c'est moins évocateur, mais est-ce qu'il y a vraiment, des ingrédients, tu te dis: «Bah, ça, je peux pas m'en passer, dans ma cuisine»? Alors, la base du régime sans gluten, c'est le riz. Donc, je pense que vous pouvez en manger à C'est tous les vrai. repas. Moi, heureusement, j'adore ça. Donc, j'ai varié tous les types de riz, le riz noir, le riz, tous les types de riz. Je vous conseille vraiment de rechercher, à varier votre base de riz parce que vous en mangez sans doute beaucoup. Et, et après, moi, c'est plutôt là, je me suis mise depuis quelques années à beaucoup cuisiner sans gluten. Donc là, j'ai découvert des nouveaux ingrédients qui permettent que les recettes sans gluten soient meilleures. Donc, le truc le mieux que j'ai découvert, c'est le psyllium. Donc, ça ressemble un peu à une petite poudre, mais plus épaisse. En fait, c'est, comment dire, c'est l'enveloppe d'une graine et ça permet d'aérer les préparations. Donc, OK. ça a aussi un effet sur le transit, donc ça peut être positif ou négatif pour vous, ce qui fait qu'on le trouve dans des rayons bizarres dans les Diététique, tout supermarchés. ça? Ouais, c'est ça. Dans les magasins bio, c'est au rayon voilà, Mmh. diététique et pas du tout aide culinaire. Mais c'est très très bien pour les préparations parce que souvent sans gluten, c'est très dense. Donc ça c'est magique. Euh, et, euh, et aussi, sinon, j'ai regardé plein de types de farines différentes. Donc, ma préférée, ça reste la farine de riz, mais complet, euh, pour éviter que l'indice glycémique monte et qu'on ait faim. Et pour le pain, je vous conseille la farine de teff. Ah, je ne Donc, connais pas. ouais, le teff, c'est une toute petite graine qui vient d'Afrique. OK. Et comme toutes les plantes, quasiment, on peut en faire de la farine. Et en fait, elle est brune. C'est très joli déjà pour faire du pain. Ça fait un pain brun. Et ensuite, ça fait une croûte qui craque. Et ça, souvent, ça manque quand même dans les Ah, préparations sans gluten. ah bah, tu vois, c'est ajouté à la liste de courses, pour la fin de semaine. Donc, voilà. Donc, si vous faites du pain, rajoutez-en 10% à peu près. Et ça OK. donne un petit goût. Et puis, ça, un peu Et craquant. ça, on en trouve facilement, magasin bio, ou autre? Alors, moi, les farines, je vais toujours en magasin bio. Parce que comme c'est des trucs exotiques qui viennent de loin, en plus, je sais jamais comment ils sont produits. Et, euh, et souvent, on n'en trouve pas dans toutes les grandes surfaces. Donc, ouais, magasin bio plutôt. Ça marche. Je voulais qu'on fasse un peu un focus de Noël parce que ça Mhm. approche à grands pas et tu vois, organiser un repas de Noël, sans gluten, alors tu vois, moi, ça va être le premier Noël que je fais sans gluten et je pense que, bah, je suis pas la seule. Donc je voulais savoir si tu avais des recettes un peu faciles et simples qu'on pourrait recommander, pour Noël, que ce soit entrée, plat ou dessert? Mm. Alors, j'ai un peu deux types de conseils là-dessus. Ça dépend si tu es invité quelque part et que tu veux donner des conseils faciles pour que la personne qui cuisine se prenne pas la tête. Ou si toi, tu as envie de cuisiner et d'impressionner tes convives, leur montrer que le sans gluten, c'est trop bon. Il y a un peu les deux cas et en général, tu fais pas la même chose. Du coup, bah, je peux essayer de faire un menu vite fait. Allez, Si c'est t'es parti. invité, ouais, si t'es invité quelque part, en entrée, propose des tartinades. Parce que comme ça, toi, t'amènes ton pain, t'es Ouais, tranquille. c'est vrai. Et ensuite, en général, la plupart des tartinades sont sans gluten. Donc, t'auras le foie gras classique, je sais pas, des œufs quelconques, à peu près toutes les tartinades. Et comme ça, tu commences, t'es la première personne, tu prends sur le dessus du pot, tu te fais tes tartines, tu les mets de côté et t'es tranquille.
C'est vrai. Donc ça, Bien c'est joué. vraiment le bon conseil, pas que pour Noël. En entrée, Ouais. c'est trop pratique. Après, un plat dans les plats classiques, quand tu es invité, en fait, la plupart des plats traditionnels français, la blanquette, comme ça, bah, c'est sans gluten. C'est servi avec du riz. Donc, de manière générale, ces plats traditionnels avec une viande, du riz, des pommes de terre ou des légumes, bah, ça, c'est sans gluten. Donc, voilà, ça, en général, les gens en plus savent les cuisiner et les aiment. Donc, ça, c'est simple pour eux. Parfait. Et en dessert, ça c'est ma partie préférée parce que je suis Ouais. une grosse gourmande. Il y a la glace, c'est sans gluten. La plupart du temps, il faut vérifier, mais les plupart des marques normalement font de la glace sans gluten. Et même, par exemple, chez Picard, il y a des bûches glacées sans gluten. Oui, c'est vrai que j'avais remarqué ça. Ouais, C'est donc vrai. ça c'est pareil. Comme ça, la personne qui vous invite, hop, elle est tranquille, elle a même pas à faire de dessert, ou elle en fait un autre à côté si elle veut faire une bûche pâtissière. Mais ça, voilà, ça c'est vraiment le repas facile pour les gens qui vous invitent. Ils n'ont pas à se poser de questions. Si vous voulez impressionner les autres. En entrée, un peu comme la même idée des tartinanes, mais vous pouvez remplacer le pain par des petits choux sans gluten, parce qu'en fait, la pâte à choux, c'est pas le gluten qui fait que ça gonfle. Donc, la pâte à choux sans gluten, c'est super facile à faire. Et en même temps, comme les autres en ont jamais mangé, ils seront impressionnés que vous ayez fait des choux. Donc, s'il y a 18 personnes, faire des chouquettes, salées pour 18 personnes, c'est ça va être un peu long, mais en tout cas, vous pouvez en faire quelques-unes, ça impressionnera vraiment les gens. Ah, super, je note. Et en plat, pareil, une viande quand même, ça reste super simple. Et à côté, j'avais fait ça pour un anniversaire, c'est très stylé. Vous pouvez faire des fleurs de pommes de terre. En fait, vous découpez des tranches très très fines de pommes de terre et vous les roulez et vous les faites cuire, ça fait comme des petites fleurs. Et ça encore, c'est super simple, mais ça impressionne. Impressionne, ouais. Ouais, voilà. Moi, là, vraiment, c'est l'esbrouf. C'est le tour d'esbrouf. Mais c'est vrai qu'au lieu de mettre des pommes de terre dans une assiette, tu mets une fleur pomme de terre, c'est quand même plus stylé. Exactement. Non, mais voilà, c'est l'objectif, montrer que vous cuisinez des trucs bons sans gluten. Et après, en dessert, en une fois, vous pouvez servir de la glace. Et pour faire Noël, le pain d'épices, c'est super facile à faire sans gluten, par exemple. Comme pain d'épices avec glace à la vanille, par exemple. Super Noël. Et puis voilà, vous avez cuisiné un truc qui fait plaisir. Trop chouette. Et on peut trouver certaines de ces recettes sur ton blog ? Ouais, alors celles que j'ai citées, elles y sont toutes. Sauf peut-être les plats que j'ai dit, la classique traditionnelle française. Ça, prenez n'importe quelle recette. Et s'il y a de la farine, vous remplacez par de la maïzena pour les sauces, par exemple. Mais sinon, toutes les autres, ouais, elles sont sur mon site. Ouais, trop chouette. Comme ça, on mettra les liens Ouais. dans le podcast. Et comment, toi, t'amènerais les choses quand justement t'es invité et que tu dois expliquer que du coup, tu manges sans gluten et que t'as un peu peur c'est toujours dans la peur de pas déranger les autres. Donc, comment tu amènerais les choses ? Alors ça, déjà, il faut pas vous dire que vous êtes embêtant, casse-couille. Vous êtes malade et du coup, c'est important que vous informiez la personne chez qui vous allez manger. Parce que rien que mettez-vous à sa place. Si elle a cuisiné, vous lui dites mais en fait, je peux pas manger la moitié de tes trucs, elle va se sentir mal pour vous. Donc il faut prévenir, il faut pas avoir peur d'embêter. Et l'idéal, c'est de demander le menu à l'avance ou d'aider à le faire. Avec par exemple les idées que j'ai citées. Comme ça, vous prenez une partie de la charge que vous rajoutez à la personne et ça l'aidera. Si vraiment vous avez peur, amenez toujours du pain avec vous, voire même un petit plat tout prêt à vous faire réchauffer, si jamais il y a eu une cata au niveau de la cuisine. Donc voilà, donc prévenez bien à l'avance et par exemple la veille, n'hésitez pas à renvoyer un petit message. Et au fait, c'est bien sans gluten, tout ça. Super, parfait. Tu fais bien de le dire parce que moi, la première, je suis à me dire... parfois, mon copain, il me dit « Mais non, mais dis-le !» Et je dis « Ah non, je vais encore passer pour la relou de service. » Mais c'est important de passer le message parce que de toute façon, on sait que c'est nous qui allons payer le prix après avec les symptômes et le pas être bien. Donc, oui, voilà, exactement. Comparer la gênance du message à passer une nuit au lit à vomir, franchement, réfléchissez-y, ça vaut le coup. Et justement, toi, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui vient de découvrir son diagnostic ? Alors déjà, il faut pas avoir peur. J'ai entendu là le podcast de Zoé, par exemple. Vous allez faire des erreurs et c'est normal parce que c'est difficile. Même moi qui ai grandi avec, je fais encore des erreurs. Alors pas souvent, mais ça m'arrive. Donc déjà, ne vous culpabilisez pas et ne vous stressez pas trop là-dessus. Il faut faire attention. Si on mange du gluten alors qu'on est cœliaque,
voilà, il y a des conséquences, mais il faut pas se stresser. Et ensuite, il faut en parler aux autres. Et normalement, Noël, c'est quand même un moment où on est en famille, ou en tout cas avec des personnes proches à qui on doit pouvoir parler de ça, parce que il faut qu'on les informe de ce dont on souffre. Et en général, elles seront compréhensives, elles vont vouloir nous aider. Donc ça, voilà, il faut en parler. Et aussi, peut-être se renseigner ou soi-même commencer à cuisiner sans gluten, ça aide un peu à déstresser. C'est vrai. De voir que en fait, ça marche, c'est possible. Commencez pas directement par du pain parce que ça sera raté, ça va vous décourager. Mais faites des petits cakes, des trucs vraiment faciles. Vous allez voir, c'est très bon. C'est vrai, tout à fait. Et on en parlait justement aussi dans le podcast, tu sais, avec Cécile de Because Gus, on se disait, tu vois, même quand tu t'apprécies pas forcément cuisiner, bah faut y aller petit à petit. Donc, on commence par des choses basiques et après, on va un pas par un pas. Ouais, exactement. Et donc, on arrive à la dernière partie du podcast, donc la gloomy party. Donc, moi, je voulais savoir ton plat préféré sans gluten. Alors, mon plat préféré, c'est le risotto. Encore une fois, du riz. Mais parce que l'avantage, c'est qu'on peut le faire à toutes les sauces. Bah ouais, c'est ça. Et moi, ça me fait vraiment craquer. Je pense que c'est le fromage aussi. Riz plus fromage, c'est quand même top. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu mets dans ton risotto pour agrémenter? Est-ce que c'est champignons, légumes, ou tu fais un risotto basique? Alors, ton péché mignon. Ouais, moi, mon péché mignon, c'est le risotto avec des asperges. Ah, j'adore. Parce que c'est le symbole du printemps. Ça veut dire que c'est bon, on est libéré de l'hiver. Donc déjà, le premier risotto aux asperges, il me fait trop plaisir. Et puis, ouais, non, je mets des légumes, surtout des légumes, ouais. Le risotto, quand même, classique, c'est très bon. Mais j'aime bien quand il y a des petits légumes. Super, parfait, bah, je prends note. Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? Alors moi, je pense qu'il y a deux aspects au sans gluten. Il y a la partie cuisine et la partie vie sociale, etc. Donc au niveau de la vie sociale, je trouve que justement Zoé No Gluten, elle a une pêche incroyable. Ouais. Et elle fait sentir que c'est trop bien en fait d'être sans gluten. Donc ça, je conseille pour le côté vraiment social, quoi. Et au côté de la cuisine, j'aime bien Vie sans gluten. Ah oui, je vois. Elle a une chaîne YouTube aussi et tout a l'air trop bon. Alors, pour le coup, je me dis que si je le fais, ce sera peut-être raté, mais tout a l'air trop bon. C'est vrai, il y a des comptes Insta comme ça sur lesquels je tombe. Les photos sont tellement belles et je me dis, oh, mais moi, si je commence à m'aventurer là-dedans, ça va pas du tout ressembler à la photo. Oui, c'est ça. Bon, après, voilà, c'est de la photo culinaire, donc c'est pour nous donner envie, mais ça marche vachement bien. C'est ça. Et du coup, ton restaurant préféré sans gluten? Alors, moi, je vis à Paris et j'adore aller prendre un brunch chez le Loulou. Ah, je connais pas celui-ci. Ah, le Loulou, ils ont 2 adresses à Paris, je crois. Un à Paris et un en banlieue. Et alors, c'est pas spécialement sans gluten, mais ils font des burgers, ils ont même des petits trucs pour l'apéro, des espèces de croquettes au fromage sans gluten. Ils ont même de la bière sans gluten parfois. Donc, c'est très cool. Et comme ils font des brunchs, ça pour le week-end, c'est quand même assez chouette. C'est vrai que ça fait plaisir parce que il y a plusieurs fois, en fait, on m'a invité à des brunchs, mais en fait, tu vois, c'est de la viennoiserie, de la pâtisserie, du pain. Et du coup, tu es là en train de dire, bah moi, je vais manger la salade de fruits. Oui, c'est ça. Donc, parfois, c'est bien d'avoir des endroits où il y a un peu de la malbouffe, quoi. Sans gluten, ça fait plaisir. Exactement. Et ben, je me note ça, je vais aller voir le compte Insta et le site internet. J'irai tester. Super. Et ben, merci beaucoup, Morgane, d'avoir répondu à toutes les questions. Et puis, je mettrai tous les liens du blog sur le podcast. Ça roule. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Watching you fall, watching you fall, watching you